de ce qui se passe en Iran pour que nous comprenions que le problème est plus grave que ce que l'on attend, que ce que l'on croit, que ce qui est rapporté dans les médias en général. Il y a un commentaire fait par un général qui est responsable en fait, qui est le chef des espions. Fondamentalement, cet individu que vous voyez à l'écran est de la garde révolutionnaire. Le général de brigade Maïl Kademi, chef du renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique, donc de cette garde révolutionnaire qui obéit au guide suprême. J'espère que ça n'a pas l'air d'un casse-tête. Mais l'Iran considère qu'un cessez-le-feu avec Israël n'est qu'une nouvelle phase, mais d'une guerre en cours, dit-il. Oui, nous sommes dans un cessez-le-feu, mais cela fait partie d'un conflit ouvert, d'une guerre ouverte, pour ainsi dire. Quand a commencé le cessez-le-feu ? C'était le 24 juin. Le 24 juin, c'est à ce moment-là que le cessez-le-feu a commencé. Le 24 juillet est passé. Un mois s'est écoulé et nous approchons du 24 août. Nous sommes actuellement le 9 août. Près de 2 mois de cessez-le-feu semblent bientôt s'écouler, entre guillemets. Parce qu'il y a eu une série d'attaques ou de sabotages très évidents. Même si l'Iran ne le reconnaît pas comme tel, il dit que la guerre n'est pas terminée. Nous sommes dans une pause temporaire, déclare le général de brigade Mijail Kademi lors d'un discours à l'occasion de la cérémonie de commémoration des 40 jours ou des 40 jours d'En-Mashhad. En mémoire du prédécesseur Mohamed Khanessi ou Qassemi, qui d'ailleurs a perdu la vie lors de l'attaque aérienne israélienne pendant ce conflit. Les 12 jours. L'ennemi, dit-il, mène des opérations cognitives, une guerre de renseignement et des attaques psychologiques dans l'espoir de créer une crise interne. Par conséquent, la population et les responsables doivent agir avec vigilance, a-t-il ajouté. C'est de la paranoïa à son comble en générant certaines. Bon. Hier a été une journée très difficile, une série de pendaisons que le régime iranien a infligées à la population. Ils disent « celui-ci est un espion, celui-là est ceci ou cela et à la potence. C'est de la folie, c'est incroyable. » Il y a une grande paranoïa en ce moment et il faut être vigilant envers toute personne suspecte, n'est-ce pas ? En Iran, le chef d'état-major des forces armées, Mohamed Bagheri, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, José Insalami, le commandant de la force aérospatiale Amir et d'autres ont été présents. Il faut se rappeler qu'à l'époque, beaucoup d'entre eux ne sont plus là, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils ont déjà perdu la vie, non ? Une partie de la structure des hauts commandements militaires a été éliminée. Pas tous, mais plusieurs des plus importants. Et cela a rendu le guide suprême très nerveux. Et il est devenu nerveux parce qu'on pense aussi, en fait on ne le pense pas, on le sait, on a la certitude qu'il y a une très grande infiltration au sein du gouvernement iranien. Certains, dont l'identité est inconnue, transmettent toutes les informations, à l'instar d'Israël. Alors ils ont tout essayé, ils ont cessé de communiquer entre eux, ils ont arrêté d'utiliser certains types de systèmes. Tout ce que. Israël a toujours 2 ou 3 longueurs d'avance, sachant exactement quelle sera la prochaine étape, peu importe ce qui s'est passé. C'est comme s'ils écoutaient et voyaient constamment, en temps réel, aucune surprise. Et c'est précisément dans le cas iranien qu'ils ont cette partie du renseignement plutôt bien maîtrisée jusqu'à présent. Il a également averti le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, le groupe appelé E3, contre l'activation du soi-disant mécanisme de retour en arrière qui a déclenché les sanctions des Nations Unies. Le E3. Ces 3 pays, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, cherchent à rétablir les sanctions de l'Organisation des Nations Unies contre l'Iran, et cela rend les Iraniens très nerveux. D'autre part, les équipes d'attaque secrètes d'Israël auraient détruit les défenses aériennes de l'Iran, selon les rapports. Israël a mis en place un réseau de dissidents iraniens et de recrues non iraniennes au fil des années pour éliminer des hauts responsables. Lors d'une guerre en juin, c'était le 10 juin. Et il rapporte sûrement maintenant, car les pilotes israéliens survolaient secrètement l'Iran depuis 2016. Ils connaissaient pourtant parfaitement le paysage et avaient exploré différentes routes pour minimiser la possibilité de détection. C'est ce que rapporte ProPublica dans une enquête qu'ils ont menée, dans laquelle ils déterminent qu'Israël faisait voler des appareils au-dessus de l'Iran depuis 2016. Et ils connaissaient parfaitement les points où ils savaient qu'ils pouvaient courir un danger, et ce sont ces zones qu'ils ont attaquées en premier. Donc l'opération d'espionnage aurait impliqué un vaste réseau de recrues locales qui ont été activées. Le 2e jour de la guerre, le 14 juin, pour lancer des attaques coordonnées afin de désactiver les défenses aériennes et les lanceurs de missiles.
Ainsi, 100% des batteries anti-aériennes attribuées au Mossad par l'armée de l'air ont été détruites, selon ce que rapporte ProPublica. En d'autres termes, les rampes de lancement connues ont été détruites. Les avions allaient et venaient comme si de rien n'était. Selon le rapport, des commandos entraînés par Israël ont recruté en Iran et dans les pays voisins, où ils ont été déployés à travers tout le pays, pour mener des attaques de l'intérieur. Les services de renseignement israéliens ont utilisé des sociétés écrans pour envoyer légalement l'équipement nécessaire en Iran. Donc, cela fait partie de ce qui se passe en ce moment. Au fait, à part ça, 6 soldats libanais auraient perdu la vie dans une explosion dans un dépôt d'armes du groupe terroriste Hezbollah. Attention, les soldats libanais sont différents du Hezbollah. En réalité, ils s'opposent au Hezbollah. Donc ils étaient là, en train d'enquêter, et tout à coup, ils tombent sur un dépôt d'armes du Hezbollah, et pour une raison quelconque, ça explose. Les circonstances ne sont pas claires, mais une enquête est en cours. Soyez prudents, car quelque chose de louche se trame. Il semble qu'il y ait un conflit interne entre le gouvernement libanais et le Hezbollah qui ne cesse de s'intensifier. C'est un sujet très intéressant, très important. Un autre sujet qui attire également l'attention et qui a été évoqué par Euronews. Cette agence de presse a commenté quelque chose de très important concernant la prochaine phase qu'entreprend l'Iran. Au lieu de passer au sujet des opérations, disons atomiques ou nucléaires, elle se concentrerait maintenant sur l'opium. L'Iran considère que la culture contrôlée de ce pavot, de cette fleur, de cette plante, pourrait faire partie de son prochain projet. L'Iran étudie la possibilité d'autoriser la culture de ces plantes à des fins strictement, selon eux, médicinales. C'est ce qu'affirme le secrétaire général de l'état-major anti-narcotique. La proposition découle de la diminution des importations en provenance d'Afghanistan, de l'augmentation de la demande pharmaceutique et de la faible qualité de l'opium obtenu par la contrebande. Selon les discussions internationales, l'Iran a le droit de cultiver le pavot à des fins médicales. C'est presque ainsi qu'ils appellent aussi les plantes. Il affirme qu'avant son interdiction, l'Iran était l'un des 7 pays autorisés à produire légalement de l'opium suite au protocole de 1953. Le manque de production interne a transformé l'Iran en une route clé du crime organisé. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est le faire légalement, disent-ils, n'est-ce pas ? Je suis également très intrigué par cela. Découvrons ce qui se passe et quelles sont les intentions derrière tout ça. Et donc, il y a déjà une réaction de la part du Liban, c'est-à-dire le gouvernement libanais réagit aux commentaires des Iraniens, n'est-ce pas ? Et c'est là que le sujet devient un peu plus intense. Parce que le Liban restait normalement silencieux quand l'Iran parlait, et ce n'est plus le cas. Ce n'est plus comme ça. Le Liban a fermement condamné les déclarations d'Ali Akbar Belayati, le haut conseiller du guide suprême, Ali Khamenei, concernant le désarmement du Hezbollah. Le ministère des Affaires étrangères libanais a qualifié cet échange d'ingérence flagrante et inacceptable dans les affaires intérieures du pays. Belayati a assuré que le désarmement du Hezbollah est un rêve qui ne se réalisera pas, accusant les États-Unis et Israël de dicter cette politique, de leur dire exactement quoi faire et quoi ne pas faire. Beyrouth. Le gouvernement libanais avertit qu'il ne permettra à aucun parti extérieur, qu'il soit ami ou ennemi, de parler au nom du peuple et de revendiquer une tutelle sur les décisions souveraines. En d'autres termes, ne vous mêlez pas de nos affaires. Et il le dit à tout le monde. Là, il n'a épargné personne. Que ce soit l'Iran, les États-Unis ou Israël, peu importe. Ils disent « Ne vous en mêlez pas, laissez-nous notre souveraineté, laissez-nous agir contre le Hezbollah. Si on veut leur interdire les armes, on le fait, un point c'est tout. » Mais le guide suprême n'a rien à voir là-dedans, ni l'Iran ni personne d'autre. C'est donc très intéressant. Très intéressant parce que peut-être que le Liban lui-même sera celui qui finira par écraser cela. Rébellion qui existe depuis tant d'années et qui a causé tant de problèmes aux Libanais eux-mêmes. Et que le Liban, d'un pays qui avait un certain niveau de prospérité, qui progressait, qui avait du tourisme. Tout cela s'est effondré à cause du radicalisme du Hezbollah et ils sont plongés dans une crise très dure depuis très longtemps. Ce que faisait le Hezbollah, c'est qu'il injectait beaucoup d'argent provenant d'Iran et d'activités liées au crime organisé qu'il contrôle dans la région. Donc, il donnait beaucoup d'argent à la population et cet argent achetait beaucoup de gens. Il y a environ 20 à 30% de la population qui nous soutenait, mais cela aussi est en train de changer, apparemment du moins. Nous verrons si cela se confirme avec le temps.
Ainsi, entre l'Iran, Israël, le Liban, entre ces groupes radicaux, nous commenterons quelles seront les opérations d'Israël sur Gaza dans les prochains jours. C'est un sujet qui se passe en ce moment et dont nous parlerons, je pense, lors de la diffusion du soir. En attendant, passons donc à la vidéo suivante.